Emmanuel Macron est-il de droite? Non. La France Insoumise est-elle un parti républicain? Non. L'Union Européenne est-elle trop libérale? Oui. Y a-t-il trop d'immigrés qui arrivent en Europe? Oui. Giorgia Meloni est-elle d'extrême droite? Elle est l'héritière d'un mouvement d'extrême droite, oui. Le drapeau européen doit figurer sur toutes les mairies en France. Non. Le réchauffement climatique est la priorité la plus importante en Europe aujourd'hui. Oui, c'est un enjeu essentiel. Avec, à mon avis, la question du pouvoir d'achat et la question de la sécurité. Le Rassemblement national est-il un parti républicain? On peut combattre ces idées sur le fond en disant qu'on a des solutions qui sont différentes, mais je crois que oui, c'est un parti républicain. Faut-il toujours obéir aux traités européens? Je pense qu'il faut mener un bras de fer, un rapport de force sur certaines règles qui correspondent pas à l'intérêt français, à l'intérêt national. Faut-il développer les énergies renouvelables en Europe? Oui. À condition d'avoir un mix qui est encore basé sur le nucléaire. Bonjour Guillaume Garayon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview du Vieux Continent. Merci à vous. Aujourd'hui, il y a principalement 3 thèmes qu'on voulait aborder avec toi. L'écologie. Le deuxième thème, c'est plus la valeur travail et le niveau d'intelligence et le niveau scolaire dans nos sociétés européennes. Et le dernier thème, ça va être un thème plus centré sur l'immigration en Europe et aussi en France. Donc le premier thème, comme je viens de le dire, c'est l'écologie. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter en 1 minute aux personnes qui pourraient ne pas te connaître. Donc, je m'appelle Guillaume Carayon, j'ai 24 ans. Je suis président des Jeunes Républicains depuis 3 ans maintenant, depuis 2021. À côté de la politique, je fais des études de droit, je viens de passer l'examen du barreau. Donc je croise les doigts, j'aurai les résultats dans quelques jours. C'est bien passé, tu nous as dit. Pas mal, après j'ai pas trop envie de m'avancer parce que c'est plutôt mauvais signe. Mais donc voilà, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un master de droit des affaires. Et donc je suis engagé en politique depuis mes 18 ans. Je me suis d'abord engagé dans un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI. Je viens du Tarn et je me suis engagé quand je faisais mes études à Paris. À la Sorbonne. Donc voilà. Alors le premier thème qu'on voulait aborder avec toi, je viens de te le dire, c'est l'écologie. En fait, c'est surtout toi qui voulais l'aborder. Tu nous as dit avant l'interview que tu avais envie de parler d'écologie et tu as même fait une tribune dans Valeurs Actuelles au mois de juillet, le 15 juillet, pour parler d'écologie et pour revendiquer le fait que l'écologie n'était pas que de gauche, mais qu'il fallait construire une écologie de droite. Donc ma première question, en fait, c'était tout simplement qu'est-ce qui se passe? Les Républicains ont enfin pris conscience de l'urgence climatique parce que c'est quand même un parti qui a une réputation de ne pas être le plus écolo. Je vais te dire pourquoi je suis pas complètement d'accord et en même temps pourquoi le sujet est complètement vital pour moi. Je crois que l'urgence climatique, et il faut bien dénommer les termes, on parle d'urgence climatique. C'était déjà Jacques Chirac, qui était président de la République il y a plus de 20 ans, qui disait « Notre planète brûle ». C'était un sommet international à Johannesburg, il me semble, en Afrique du Sud. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, l'urgence climatique, c'est quoi? C'est des conséquences sur tous les sujets. On va parler peut-être d'immigration ensuite. La question du climat, elle est intimement liée à la question de l'immigration. C'est lié à tous les sujets. C'est lié à la question de la précarisation de la société, au taux de pauvreté qui augmente dans même les pays développés. Moi, je crois qu'on doit prendre à bras le corps ce sujet. Je crois qu'il faut défendre une écologie du quotidien, une écologie concrète. Faut pas laisser en fait l'écologie, la question écolo, à des gens qui l'abordent de manière dogmatique, caricaturale, et qui en fait ont comme seule ambition de supprimer la viande ou de supprimer les sapins de Noël, de supprimer le Tour de France. Moi je crois que c'est pas une écologie du bon sens, je crois que c'est une écologie qui est déracinée, qui prend pas en compte les aspirations des classes moyennes et des classes populaires. Une écologie du bon sens, c'est quoi? C'est se battre très concrètement pour la rénovation thermique des bâtiments. Il y a encore 7 millions de passoires thermiques dans le pays. C'est se battre pour relocaliser la production. Et c'est le jeu de la mondialisation libérale, depuis des décennies, depuis 30 ans, on a décidé de tout délocaliser, de tout déréguler. Et du coup, on a nos productions aujourd'hui qui ont été abandonnées et on se retrouve à devoir importer 60% de nos fruits et légumes, à importer 60% de nos volailles de l'autre bout du monde. Ça n'a aucun sens, c'est un non-sens écologique. Donc moi je crois que c'est vraiment une question qui est centrale et qui est au carrefour de plein d'autres sujets et qu'il faut aborder de manière très concrète avec comme ambition d'arriver à assurer le développement économique parce qu'on aura 2,4 milliards d'habitants en plus d'ici 2050. Il va falloir les nourrir, tous ces gens, toutes ces personnes. Donc développement économique,
en même temps développement durable, parce que est-ce qu'on va pouvoir vivre sur cette planète-là dans des décennies, c'est encore une question qu'on se pose. L'écologie de gauche aujourd'hui, l'écologie prônée par Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, elle permet pas de répondre à ces défis. Sandrine Rousseau, je crois que vous l'avez interviewée et vous avez entendu son discours, elle est décroissante. Elle croit l'inverse de ce que moi je vous dis. Moi je vous dis, il faut marier la croissance économique pour nourrir toute la planète, pour assurer le développement économique, pour que les gens puissent vivre décemment. Parce que je pense que la mondialisation, même si elle a eu des conséquences négatives, elle a aussi eu des conséquences positives dans le sens où elle a permis d'avoir accès à des produits qui sont devenus vitaux pour nous. Ce qui permet de nous filmer aujourd'hui, on l'aurait pas eu si on s'était pas un peu ouvert et si on n'avait pas bénéficié en fait de la mondialisation. Mais il faut se prémunir des risques et donc ne pas être complètement dépendant de puissances étrangères et aussi prendre conscience d'une chose qui est à mon avis essentielle, c'est le fait que la transition écologique, c'est aussi un rapport de force qu'on mène avec les autres puissances mondiales. Ouais. Nous, on émet 0,9% des gaz à effet de serre du monde, la France. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'émet la Chine, l'Inde, les États-Unis? Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à imposer un bras de fer, un rapport de force, parce que l'Union européenne est incapable de mener ce combat-là. Mais quand tu regardes, tu nous dis que l'Europe pollue moins que les États-Unis, la Chine, ça c'est vrai à l'échelle globale. Mais quand tu regardes individuellement, en fait, l'empreinte carbone d'un Européen, elle est quand même bien plus élevée que celle d'un Chinois. C'est juste qu'eux, ils sont 1,5 milliard, donc forcément, le pays pollue moins. Mais en fait, individuellement, un Chinois continue à polluer beaucoup moins qu'un Européen ou qu'un Français, même alors que nous, on a le nucléaire. Ça, c'est une certitude. Mais ce que je dis, c'est simplement qu'au niveau national, au niveau de notre pays, par exemple, l'énergie nucléaire nous permet d'avoir une énergie qui est décarbonée. Une centrale à charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Et le nucléaire français, c'est 4 grammes. Quand je vous dis, il faut marier la croissance économique avec la transition écologique, ça s'appuie sur un facteur, c'est la science. C'est le progrès social, c'est le progrès technologique. Donc moi je crois qu'il faut faire confiance à la science, il faut mettre le paquet et impulser en fait un virage. Mais simplement en fait ça part d'en haut, c'est-à-dire il faut une volonté politique. Et s'il n'y a pas de volonté politique pour amorcer cette vraie transition, ce vrai changement, ça ne viendra pas. Et c'est bien, je pense, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la cause climatique. Simplement il y a un risque. C'est de tomber dans l'activisme extrémiste où on va balancer de la peinture sur des œuvres. Ça apporte rien en fait. À part décrédibiliser le mouvement écolo. Ça c'est une infime partie des... C'est une infime partie. C'est une infime partie, mais en fait, moi chez moi dans le Tarn, pour beaucoup de gens, les écolos c'est ça, parce que c'est ce qu'ils voient à la télé. Et donc c'est la face qui est émergée en fait de l'iceberg écolo, quoi. Et donc moi je crois vraiment qu'on ne doit pas avoir des représentants du mouvement écolo qui soient des gens caricaturaux et qui desservent une cause qui en fait devrait susciter l'unanimité. Plus personne ne peut contester les analyses du GIEC, plus personne ne peut contester la doctrine en fait scientifique sur le sujet. Alors j'ai bien compris ta vision de l'écologie, du progrès, de l'innovation et que c'est la science qui va nous sortir de tout ça. Une des grandes innovations de ces dernières années en termes d'écologie, c'est quand même les énergies renouvelables. Et dans la tribune que tu as fait à Valeurs Actuelles au début de l'été, tu as eu une phrase sur les éoliennes en disant que l'écologie que tu prenais, c'était une écologie de la beauté et que les éoliennes avaient tari la beauté de nos paysages français et européens. Aujourd'hui, la France, c'est un des pays qui est le plus en retard par rapport aux autres pays européens dans le développement des énergies renouvelables. On était le seul pays en 2021 à ne pas avoir atteint nos objectifs en termes d'énergie renouvelable qu'on s'était nous-mêmes fixés. Qu'est-ce que tu penses des énergies renouvelables là où 70% des Français sont pour le développement des énergies renouvelables? Pas sur l'éolien. Les Français sont beaucoup plus réservés sur l'éolien. Et il y a un combat évidemment pour la beauté, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, moi, de ma vision sur l'éolien. Je crois juste que c'est un non-sens écologique, l'éolien. Déjà, par principe, c'est une énergie intermittente, donc qui tourne, qui fonctionne et qui nous permet d'avoir de l'énergie, de l'électricité que quand il y a du vent. 20% du temps, je crois. Ouais, donc on défend en fait d'un truc qui est extérieur à notre volonté, qui est même ultra dangereux. Et aux autres énergies renouvelables, au final, ça fait quelque chose de pérenne. Et puis, c'est un non-sens écologique parce que c'est des pylônes de béton qui sont enfouis dans 1 mètre cube de béton. Enfin, c'est un vrai non-sens écologique, quoi. Les pales sont pas recyclables. Pour le coup, l'éolien, je suis beaucoup plus mitigé. Je crois plutôt en l'éolien en mer.
offshore, mais je crois pas du tout en l'éolien terrestre, moi. Je pense que les conséquences écologiques sont en fait à contre-courant de l'essence même du but de l'éolien, quoi. Pour moi, la force du mix énergétique français, c'est la base du nucléaire. C'est l'énergie qui constitue notre atout depuis Général de Gaulle, depuis Pompidou. Cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. Et qu'on a ensuite développé, et puis qu'on a, à contre-courant de l'histoire, en fait, détricoté il y a quelques années. Ça a été la décision de Hollande, ça a été ensuite la décision du président de la République, d'Emmanuel Macron. Quand il annonce qu'il ferme 13 réacteurs nucléaires, bon après il est revenu sur ça. Quand il ferme la centrale de Fessenheim. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Moi, j'ai entendu pas mal d'experts de la question nucléaire qui disaient il y a des conséquences en fait sur 20 ans. Parce que quand on arrête la construction d'EPR, quand on ferme des réacteurs, le temps de réactiver des EPR, le temps de relancer le fonctionnement d'EPR, ça prend des décennies. Donc il y a des conséquences en fait qui sont dramatiques. Et la conséquence, c'est aussi le fait qu'il y a eu des coupures d'électricité cet hiver. Parce que le nucléaire, encore une fois, c'est l'énergie qui nous permet d'avoir une électricité qui est décarbonée. Donc là, on est sur le sujet de transition climatique, et plus cher, bon marché. Et c'est pas ce que nous permettent les autres énergies. Donc c'est un vrai atout qu'on a en France. Tu serais pour un mix 100% nucléaire ou comme maintenant 70-30 avec 30% d'énergie renouvelable et 70% de nucléaire, ça aide bien plus? Moi, je suis pour ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire un mix énergétique qui est largement basé sur le nucléaire. Simplement, la tendance elle est en train de largement baisser parce que la volonté du président, c'est passé à 50%. Il y a la loi de 2015, ouais, c'est 40% en tout cas de renouvelables à développer. Ouais. Moi, je me souviens d'un discours d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Il disait et d'ailleurs c'est le sens des accords de Paris, il disait le but c'est d'avoir un mix énergétique avec 50-50. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Sauf que ça nécessite en fait de faire baisser largement la part du nucléaire. Or pour moi le nucléaire c'est la base incontournable en fait dans le mix énergétique. Donc tu peux pas ne plus t'appuyer dessus, quoi. Mais le nucléaire a quand même des défauts. On a interviewé, comme tu l'as dit, je vais rappeler Sandrine Rousseau, qui, elle, quand je lui ai parlé du nucléaire, elle m'a dit que c'est beaucoup d'investissements, c'est très long à construire. Ouais, mais justement, ça nécessite d'avoir une volonté politique qui est claire et de pas stopper en fait et d'alterner au fur et à mesure des quinquennats des différents présidents de la République. Un coup, il y en a un qui est pour, un coup, il y en a un qui est contre. Il faut avoir une volonté en fait qui est claire et aller toujours dans le même sens. L'Allemagne, depuis quelques années, a le mouvement qui est strictement inverse. Eux, ils sont anti-nucléaires. Ils vont pas amorcer en fait un développement de nucléaire maintenant. Ils ont arrêté le nucléaire d'ailleurs. Ils ont arrêté depuis 2015. Mais le mouvement est très clair, quoi. Ils vont pas se remettre au nucléaire maintenant. Et je pense que c'est ça l'enjeu du nucléaire. Soit tu es à fond pour, et donc tu continues, et tous les présidents qui soient de droite ou de gauche jouent le jeu, soit tu es contre, et donc tu fais comme l'Allemagne. Je pense qu'en France, on a trop alterné, on a trop joué sur deux Je pense que les conséquences sont énormes du fait du changement de cap de Macron sur la question du nucléaire. Alors, toujours dans le thème écologique, ça va être notre dernière question dans ce thème, et après on passera au thème suivant. En fait, c'était une question plus sur l'alimentation. On sait que voilà, il y a des partis en fait qui se positionnent plus ou moins contre la viande. Les Républicains, on sait qu'ils sont plutôt pour la viande. En tout cas, vous n'êtes pas contre qu'on n'ait pas le végétarianisme, on va dire, ou le véganisme. Pourquoi, sachant que la viande c'est un des endroits où il y a le plus besoin d'eau et on est en gros stress hydrique aujourd'hui sur la planète, c'est-à-dire qu'on utilise trop d'eau à la fois. C'est un débat qui est symbolique parce que la façon dont la gauche a amené ce sujet dans le débat public, ça a donné vraiment le sentiment que la gauche qui défendait avant les classes populaires, les pauvres, aujourd'hui elle les avait oubliés, quoi. Et qu'elle avait décidé de se battre uniquement pour les gens qui habitaient dans les grandes villes, qui avaient vocation à plutôt changer de mode de vie, qui se disaient moi j'ai envie de devenir vegan, et qui avaient tout simplement pas la même vie, pas la même vision de la vie que des gens qui habitent à la campagne. La gauche, je me souviens, Fabien Roussel quand même, il avait fait... Ouais, c'est vrai, il a fait exception, et d'ailleurs il est devenu très populaire suite à ça. Mais parce que ça montrait en fait vraiment, et je crois que c'est un peu la suite du cap qui a été amorcé, je crois en 2012, il y avait un rapport qui s'appelle Terra Nova,
qui avait été commandé par le Parti socialiste et qui avait été adopté en fait par Hollande quand il était devenu président. Où en fait il disait quoi ? Il disait que maintenant il fallait substituer la lutte des classes, donc l'idée même de Marx théorisée 200 ans avant, et le remplacer par la lutte pour toutes les minorités. Sauf que c'est contraire totalement à l'universalisme républicain. La République, et donc maintenant la France, c'est quoi ? C'est la défense de la loi de la majorité. Et ça, c'est la démocratie. Et c'est aussi la République. Et le fait de se battre uniquement pour les droits des minorités, le fait de tomber en fait juste dans la défense de quelques intérêts qui sont minoritaires, ben, je pense que ça nuit gravement en fait à ce que constitue en fait le contrat républicain, quoi. Pour moi, le truc le plus symbolique qui montre que la gauche a abandonné le peuple, c'est le fait que maintenant ils vont faire campagne uniquement dans les quartiers où il y a beaucoup de gens qu'ils appellent racisés. Ils vont se battre uniquement pour des minorités, ce qu'ils appellent des minorités visibles, comme si en fait t'allais défendre, choisir un électeur parce qu'il avait la peau noire. Enfin, c'est du vrai racisme. La gauche est un peu tombée dans ça, dans cette essentialisation. On relègue les personnes en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur prétendue race. Elle défendait la lutte des classes. Ça peut avoir du sens dans une société où les inégalités sont importantes. Maintenant, elle défend la lutte des races. Et ça, pour moi, c'est du racisme, quoi. C'est un peu une forme de néo-racisme, quoi. Moi, je me souviens, il y avait une manifestation qui avait été organisée devant le Bataclan. Il y avait des élus, il y avait des écolos. Je crois qu'il y avait Esther Benbassa, qui est sénatrice écolo. Elle avait une étoile jaune. Donc en fait, elle comparait, c'était une manif contre l'islamophobie. Un concept d'ailleurs que je crois qu'il n'existe pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils considéraient que le sort des musulmans aujourd'hui en France, le sort des 5 ou 6 millions de musulmans en France, était similaire, était semblable à celui des juifs pendant la Shoah, pendant l'Holocauste. Hallucinant, quoi. Hallucinant. C'est des comparaisons en fait qui sont presque criminelles, quoi. Et en plus que ces gens-là fassent ça. D'abord, il n'y a pas de mauvais traitement des musulmans aujourd'hui en France ? Bah, je crois pas du tout qu'il y ait discrimination organisée par l'État. Hein. Sinon, des musulmans n'auraient pas le droit de se présenter aux élections. Sinon, les musulmans n'auraient pas le droit de trouver un job, de trouver un travail. C'est pas honnêtement ce que je constate chaque jour, quoi. Et s'il y a quelques racistes, il y en a dans tous les pays. Je crois pas du tout que l'État soit raciste. Je crois pas du tout que l'institution typiquement policière, parce que c'est un débat qu'on a eu il y a peu de temps, soit raciste. C'est justement... En fait, l'âme humaine est parfois corruptible. Donc parfois, il y a des humains dans un groupe social qui pensent mal. Et des racistes, il y en avait, il y en aura toujours. Mais simplement, je ne crois pas que l'État soit structurellement semblable à l'image de cette poignée de minorités qui représentent personne, quoi. On a compris ta vision de l'écologie, c'est assez clair. Et on va passer maintenant au deuxième thème, qui est plus centré sur la valeur travail et le niveau scolaire et intellectuel dans la société européenne aujourd'hui. Il y a plusieurs études, notamment une étude qui s'appelle TIMSS, qui est publiée en 2019, qui montre que la France a les pires résultats de l'Union européenne en maths, avec un score de 485 points, alors que la moyenne internationale est de 527, et on est loin derrière tous les pays de l'Union européenne, en fait. Je crois qu'on est au niveau de la Bulgarie ou de la Roumanie en mathématiques. Qu'est-ce que tu penses de cette baisse de niveau, et surtout, quelles sont les causes, en fait, qui sont spécifiques à la France, alors que le reste de l'Europe est au-dessus de nous, en maths, en tout cas, d'après cette étude. Ça dit beaucoup sur l'état de notre société. Une école qui va mal, ça dit sur l'état de la société. Il y a ce classement-là, TIMSS, qui a montré effectivement que les élèves français sont parmi les plus mauvais d'Europe en maths, alors qu'on était, il y a 30 ans, parmi les meilleurs. Je crois qu'on était 5e il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est parmi les derniers. Il y a un autre classement international qui est très connu, c'est le classement PISA. Et on perd des places chaque année au classement PISA. Donc, c'est un fait, et je pense qu'on ne peut pas le remettre en cause. C'est presque quasiment du scientifique, un fait scientifique. Le niveau des élèves français fait que baisser. La seule petite différence que j'ai avec ce que tu as dit, c'est je crois qu'il y a encore de très très bons étudiants en France. Je crois qu'il y a encore de très bonnes écoles. Je crois qu'il y a des étudiants qui sortent chaque année de Polytechnique, d'HEC, et qui sont très très bons, et qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres pays européens. En revanche, le niveau général baisse. Pourquoi ? Parce que il y a plein de causes. Il y a le fait que les profs sont sous-payés. Moi, je pense qu'à la fois les profs travaillent pas assez, dans le sens où il n'y a pas assez d'heures en fait face à l'élève de cours pour chaque prof. En moyenne, je crois que c'est 24 heures face à l'élève chaque semaine.
Je crois qu'ils sont pas non plus assez payés. Parce qu'il faut rajouter plus d'heures de cours par semaine. Non, pas pour les élèves en fait. Je pense que chaque prof devrait travailler plus. On voit qu'il y a un manque de profs en fait. Donc on pourrait avoir des profs qui travaillent un peu plus individuellement et pas pour autant avoir plus de cours pour les élèves. En revanche, je pense que d'ailleurs les 8 heures de cours par jour pour les élèves, c'est amplement suffisant. Parce que ça, c'est un sujet sur lequel on travaille un peu avec les jeunes élèves. T'as énormément de jeunes, moi j'en faisais partie, on en faisait peut-être partie, qui sont pas concentrés pendant les 8 heures de cours par jour. Ok. Et de 9h-18h, c'est compliqué. C'est très dur. Et il y a plein d'autres solutions, à mon avis, pour parvenir à développer la concentration des élèves. Et ça rejoint... En Europe, comme l'Allemagne ou l'Italie, qui n'ont pas cours l'après-midi ou qui finissent à 14-15 heures tous les jours. Mais bon, c'est un truc qu'on pourrait mettre en place en France. La vraie raison, en fait, du délitement de l'éducation nationale, du délitement du niveau de l'éducation nationale, c'est le fait qu'on ne parvient plus à transmettre des connaissances. Et il y a une doctrine, en fait, qui a développé ça, la doctrine pédago, où on incite, en fait, l'enfant, l'élève, à apprendre par lui-même. Et pédagogie, ce qui est toujours opposé à l'instruction. Voilà. C'est le mot qui résume le mieux la chose. C'est l'instruction. Pour moi, le savoir, en fait, il est vertical. Il n'est pas horizontal. L'élève, il n'est pas au même niveau que le prof. On a tous été élèves, mais on n'a pas les connaissances du prof. On a tout à apprendre dans une salle de classe. Et il faut garder, en fait, ce rapport de hiérarchie et ce pouvoir vertical. Et ça passe aussi par le rétablissement de l'autorité du prof, du maître. Elle est de plus en plus contestée. Moi, je crois qu'on doit revenir à cette transmission très forte des savoirs et des connaissances fondamentales. Quand tu vois les chiffres du nombre de jeunes qui ne savent pas lire, écrire correctement en 6e, c'est ahurissant. Le nombre de... régler ça, à ton avis ? Mais justement, tu transmets davantage les connaissances fondamentales. Au lieu de penser à l'accessoire, en fait, tu fais en sorte de blinder le principal. C'est comme dans le sport. Avant de faire des exercices plus durs, d'abord tu essaies de faire la base. C'est pareil pour l'école. Il faut d'abord connaître parfaitement les fondamentaux pour essayer d'aborder plus de choses, essayer d'aller vers l'émancipation personnelle de chacun, l'épanouissement personnel. Ça, c'est des trucs, c'est la doctrine pédago, mais qui vient après, qui vient en complément de on a transmis des choses. Alors, comment on peut faire justement pour que ces savoirs fondamentaux soient mieux maîtrisés par les élèves ? Parce que, voilà, tu l'as rappelé toi-même, mais il y a une personne sur 3 en France qui entre en 6e, qui a des lacunes, soit en écriture, soit en lecture, soit en le fait de compter. Mais parallèlement, en fait, il y a des études, il y a une étude principalement qui se base sur les chiffres de l'OCDE qui montre que, c'est sorti en fait il y a 2 jours, qui montre que la France, c'est le pays de l'OCDE qui blinde justement le plus les savoirs fondamentaux à l'école. Le problème est plus qualitatif que quantitatif. C'est pas parce que tu auras 30 heures de cours d'heures de maths par semaine que tu régleras le problème. Je pense que c'est plutôt la doctrine en fait qui est inculquée par l'éducation nationale et le virage qui a été amorcé vers la doctrine pédago plutôt que la doctrine d'instruction et de transmission des savoirs fondamentaux. Encore une fois, tu dois maîtriser la base avant d'aller vers autre chose, vers l'accessoire. Et ça, je pense que c'est pas suffisamment transmis. Et la meilleure illustration, chacun, nous, a fait la journée d'appel et du citoyen à 18 ans. On voit bien le niveau moyen. Celui qui était à l'école dans le 6e arrondissement ou dans le 7e arrondissement de Paris va être souvent sur le même lieu en fait, de journée d'appel et du citoyen que celui qui a été à l'école à Sevran. En tout cas, ça a été le cas. Moi, pour pas mal de copains qui me disaient qu'ils avaient vu ça. Et pour le coup, du coup, tu vois les différences. Et tu vois le fait que tu as vraiment une école à 2 vitesses. Tu as ceux qui ont bénéficié d'un enseignement dans le privé qui est très qualitatif, où tu apprends plein de choses et où tu deviens, t'as la possibilité de faire de très grandes écoles. Et tu as ceux qui ont été un peu abandonnés par un système d'éducation nationale qui ne fonctionne plus. Et moi, je suis pas du tout macroniste, mais il y a une mesure de Macron que j'ai vraiment trouvée pertinente pendant son dernier quinquennat, le premier quinquennat, ça a été le dédoublement des classes en zone REP. Je vais t'en parler justement. En fait, en Finlande, il y a beaucoup moins d'élèves par classe qu'en France. On est un des pays où il y a le plus d'élèves dans chaque classe. Tu penses que c'est une solution, ça, justement, de réduire le nombre d'élèves par classe ? Très concrètement, tu as un prof en face de toi, vous êtes 10, tu as un prof en face de toi, vous êtes 30. C'est beaucoup plus facile d'apprendre, de poser des questions quand tu ne sais pas, si vous n'êtes pas beaucoup dans la classe. C'est comme si tu avais quasiment un cours particulier, en fait. C'est par hasard, les enfants qui viennent de milieux favorisés, quand ils prennent des cours particuliers, ils progressent plus vite. Ou alors, quand ils ont du retard, ils rattrapent leur retard. Là, on n'est pas complètement sur un cours particulier parce qu'il y a des élèves, mais c'est plus simple de progresser que s'il y a 30 élèves. Il y a une autre idée qui a été évoquée par Gabriel Attal il y a quelques jours, qui disait qu'il voulait l'expérimenter. C'est le retour de l'uniforme. Il a expliqué sur le plateau d'Apolline de Malherbe il y a quelques jours, au début septembre. Sur l'uniforme, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont partagées. Moi-même, à titre personnel, j'avoue être partagé sur cette question. Donc moi, je suis favorable à l'expérimentation. Il y a 4 pays en Europe qui l'imposent. C'est la Grande-Bretagne, Chypre,
l'Irlande et Malte. Est-ce que voilà, donc, les républicains, on sait que vous êtes pour. Est-ce que ce serait pas l'uniforme un moyen déguisé en fait de réduire la liberté des élèves et leur façon qu'ils ont d'exprimer leur personnalité via leurs vêtements? Je crois justement qu'il faut laisser la liberté aux établissements de l'imposer ou non, le port de l'uniforme. Et je pense qu'au contraire, ça peut aussi gommer les différences sociales. À l'école, on l'a tous vu, il y a l'enfant qui peut s'habiller avec les marques les plus chères et il y a l'enfant qui peut pas du tout s'habiller avec ces marques-là, quoi, et qui jamais aura accès à ces marques-là. Donc, en fait, montrer des différences sociales aussi fortes, créer de la frustration, de la jalousie, ce qui est normal dans ce cas-là, aussi jeune, ça peut être malsain. Donc, moi, je suis encore un peu réservé sur cette question-là. Moi, j'ai pas porté l'uniforme quand j'étais à l'école, donc je sais pas exactement ce que ça produit. Mais je pense que sur cette idée de gommer les différences sociales à l'école, ça peut être plutôt une bonne chose. Du coup, entre l'uniforme, le sport à l'école que tu as mentionné, qui était aussi une idée proposée par Emmanuel Macron, qui voulait 30 minutes de sport par jour, la direction de l'abaya qui a eu lieu il y a quelques jours par Gabriel Attal. Et moi, je veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion des élèves en les regardant. Il y a quand même, avec Emmanuel Macron, vous ressemblez beaucoup sur l'école avec les Républicains. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas l'impression que l'école a complètement été transformée depuis 2017. Et moi, je suis pas dans le camp du président parce que parfois j'entends des choses qui me vont. Sur certains sujets, je trouve qu'il dit des choses qui correspondent à ce que je pense. En revanche, il n'y a jamais d'acte derrière, quoi. Et quand il y a... Ouais, mais sur plein d'autres sujets, on pourrait parler de la question du travail, comment on revalorise le travail, sur la question de l'immigration, de la sécurité. Souvent, il dit à peu près, moi, ce que je pense et ce que, à mon avis, des millions de Français pensent. Sauf que derrière, il ne met pas les actes, il n'y a pas la volonté politique d'aller jusqu'au bout du truc. Et je pense que ça correspond à sa psychologie, à son tempérament. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui veut plaire à la fois à la gauche et à la droite. Ça a été théorisé comme le dépassement des clivages. Et il tient tellement à ça qu'il est prêt à toutes les compromissions. D'un coup, il va aller dealer avec un politique de droite en disant « je suis d'accord avec ça, t'as raison sur ce point-là, on va le mettre en place ». Et en fait, le lendemain, il va avoir un rendez-vous avec quelqu'un de gauche qui va dire le message inverse, parce que la droite et la gauche, ça ne pense pas la même chose, et on le redécouvre un peu en ce moment. Et du coup, il ne va pas appliquer la mesure. Et ça conduit à quoi ? À l'immobilisme. Le fait que tu vas donner un cap, et le lendemain, tu vas désamorcer le cap. C'est ce qui s'est passé sur le nucléaire. On dit « ah bah non, moi je cède aux écolos ». Enfin, il n'a pas dit « je cède », mais je vais dans le sens des écolos, c'est vrai, le nucléaire est une connerie. Sandrine Rousseau a raison, très bien, ok. Et le lendemain, il se rend compte que pénurie d'électricité, on est dans une merde pas possible, donc il écoute les gens qui sont un minimum rationnels et qui défendent le nucléaire. On ne peut pas bâtir une politique avec autant de changements de direction et d'altermoments, quoi. On vient de parler du niveau scolaire en Europe. Je voulais faire une transition vers le niveau intellectuel globalement en Europe. Et notamment, je voulais t'interroger sur l'application TikTok. On sait que donc en février, la Commission européenne a interdit TikTok à tous ses employés sur leur téléphone de travail. Il y a beaucoup de pays européens qui ont suivi, notamment la France, la Belgique aussi, qui ont interdit ça à leurs fonctionnaires sur leur téléphone de travail. Qu'est-ce que tu penses de cette interdiction déjà ? Et est-ce que tu penses qu'il faudrait la généraliser aux citoyens ? Qu'est-ce que tu penses de... TikTok, c'est peut-être un symbole, mais du niveau global des jeunes, surtout européens aujourd'hui. TikTok, en fait, c'est le symbole le plus révélateur de la société de l'ultra-consommation et de l'immédiateté dans laquelle on est arrivé. C'est-à-dire que tu consommes un contenu en 10 secondes chrono, aucune, évidemment, capacité intellectuelle à ce moment-là, parce que tu subis le truc. De manière générale, c'est le concept du téléphone. Tu subis l'information que t'es donnée, tu recherches pas. Ça fait un peu vieux con de dire ça, hein, mais moi, ce que me disaient mes parents et mes grands-parents, c'était que quand tu cherchais un mot que tu connaissais pas il y a des années dans le dictionnaire, au lieu de le chercher sur le téléphone, en fait, tu faisais un effort intellectuel. Et la recherche, elle prenait plus de temps que le téléphone, donc le résultat était moins fort, moins puissant à l'instant T. Mais en même temps, la démarche en fait, de rechercher le mot, tu t'en souvenais toute ta vie du mot, de la signification du mot. Tu peux tomber sur d'autres mots à côté. Oui, exactement. Moi, je suis étudiant en droit et on bosse avec un code. Et en fait, bosser avec un code, c'est beaucoup plus utile que de bosser avec le téléphone ou avec un ordi qui te donne en fait la jurisprudence exacte qu'il te faut. Parce que le code, tu fais en fait un effort, c'est toi qui fais l'effort intellectuel d'aller rechercher l'information. Et du coup, ton cerveau se souvient en fait de l'effort que tu as fait.
Et le problème des téléphones, de manière générale, et encore de manière plus précise de TikTok, c'est le fait que tout est fait pour nous donner l'information et pour nous rendre passifs. Tu subis un truc que tu contrôles pas du tout. Et après, il y a mille autres conséquences sur l'incapacité de se concentrer pendant un certain temps. Moi, je suis victime, comme vous, j'imagine, et comme tous les jeunes, de ce truc-là, où on n'arrive plus à être concentré pendant 1 heure, en fait, sur un effort intellectuel, sur une copie, parce qu'on a envie de regarder son téléphone. On a envie de regarder ses notifications. On devient complètement dépendant. Et je pense que c'est important qu'on arrive, que notre génération arrive à se rendre moins dépendant, quoi, et à retrouver un peu notre capacité d'autonomie par rapport à ce téléphone où on ne doit pas être dépendant d'un petit objet qui nous mine un peu, quoi. On sait qu'en Chine, TikTok, c'est pas du tout comme en Europe, en fait. C'est un réseau social où il y a quasiment que du contenu pédagogique. Les jeunes, ou je sais plus, l'entièreté de la population peut-être, a un temps limité par jour sur TikTok. Genre c'est la loi, t'as pas le droit d'y aller plus de 45 minutes et c'est bloqué sur son téléphone de toute manière. Est-ce que tu penses déjà que la Chine a la volonté politique de, on va dire, rendre plus bêtes les Européens et les Américains en l'occurrence? En tout cas, ils ont peur de l'abrutissement de leur population. Ouais. Ils ont peur que leur population s'abrutisse et donc pour éviter ça, ils limitent les contenus qui rendent abrutis. Et en Europe, on n'a pas peur de ça, je pense. Je pense que des solutions comme en Chine ou des régulations qui pourraient être mises en place en Europe. Le concept en fait des démocraties libérales fondées sur la liberté individuelle des citoyens, ça a été forgé ici en Europe et donc ça paraîtrait impossible. Moi je vois mal un gouvernement en Europe mettre en place demain une mesure comme ce qu'a fait le gouvernement chinois, alors que la Chine aujourd'hui c'est un pouvoir où les libertés individuelles sont restreintes et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense que c'est pas praticable en Europe. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi mener une bataille culturelle pour faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent moins être dépendants, qu'ils doivent lire, qu'ils doivent sortir, que leur seul contact en fait avec leurs potes, ça peut pas être un téléphone. Ça doit être de les voir, quoi. En fait, c'est des trucs un peu bizarres à dire parce que c'est très simple et c'est très concret. Mais moi, j'y crois vachement. Je pense qu'on peut pas avoir une génération qui aujourd'hui est restée confinée, quoi. On a été confinés parce que c'était la crise sanitaire qui l'exigeait. On ne doit pas rester confinés avec nos téléphones, avec notre série Netflix et ne jamais sortir et devenir en fait des asociaux, quoi. On doit garder ce lien avec les gens. Et c'est ça en fait qui fait la beauté d'une société, quoi. Une société où il y a un peu de cohésion, où les gens se parlent. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop Paris, où je me sens mieux chez moi dans le Tarn, c'est parce que ça paraît bête, encore une fois, ce que je veux dire, mais les gens se regardent même pas. Les gens se disent pas bonjour, évidemment. Moi, quand j'arrive à la boulangerie et que je dis bonjour, ça paraît limite bizarre. Les gens dans la queue se retournent vers moi en mode pourquoi il dit ça. Il n'y a pas ce lien en fait entre les gens. Et ça, on le retrouve plus à la campagne. Et moi, je préfère qu'il y a plus de liens collectifs. J'adore le rugby, donc c'est mon côté fan de rugby qui parle. Et ça vient souvent. Ouais. Tu vois, la fan zone, c'est ça. Je vais le voir avec des amis dans un bar. J'ai pas réussi à avoir de place. J'ai vu que ça coûtait beaucoup trop cher les places pour la Coupe du Monde. Et je voulais t'amener sur un sujet qui est lié du coup à ce dont on va parler. C'était le niveau intellectuel globalement en Europe et dans le monde occidental. En fait, il y a une étude en 2018 de 2 économistes norvégiens qui montrent que le QI baisse dans les pays européens. Eux, ils prenaient le cas de la Norvège, mais en fait, il y a 2 études qui corroborent ça pour les autres pays européens. Est-ce que tu as l'impression, le sentiment que le niveau intellectuel baisse dans les sociétés occidentales et européennes? Moi, j'aime bien, encore une fois, me fier à des symboles et à des images très concrètes. Je regardais il n'y a pas longtemps un document INA, un reportage INA, et l'expression verbale qui était celle des jeunes qui devaient avoir 12-13 ans, qu'on voyait dans ce reportage, elle était largement plus développée que l'expression verbale de jeunes aujourd'hui qu'on peut voir sur TikTok ou n'importe où. Cette année, c'est la mode de la canne aussi. Les garçons portent une canne serrée entre les 2 doigts. Très agréable, ils aiment beaucoup ça. Puis aussi, il y a les lunettes. Les garçons aiment beaucoup les lunettes, même s'ils n'en ont pas besoin. C'est extrêmement snob, tout ça. Oui, c'est très snob. Très, très snob. Et je pense que, j'en sais rien, je vais te dire n'importe quoi parce que je connais pas exactement les chiffres. Mais si on s'exprimait avec 2000 mots en moyenne il y a 40 ans, à mon avis, c'est plutôt divisé par 4 ou 500, quelque chose comme 500 aujourd'hui. Je pense qu'on s'exprime avec moins de mots. Je pense que la qualité du langage, elle est beaucoup moins diversifiée. Je pense qu'on réfléchit moins. Je pense qu'on est rentré dans une société où on est passif face à tout, face à l'information et où on a tout très vite, trop vite. Et du coup, on fait plus aucun effort. Et ça, je pense que ça nuit cruellement au niveau intellectuel
de toute la société, et surtout des jeunes, parce que c'est nous les jeunes qui sommes les plus victimes en fait de l'arrivée de tous ces smartphones et de tout ce qui fait qu'on réfléchit moins, quoi. J'avais une dernière question sur ce thème un peu valeur travail et niveau scolaire et intellectuel. On a beaucoup parlé du niveau intellectuel. Au niveau de la valeur travail, je voulais t'emmener sur le sujet du travail professionnel, notamment sur la question des retraites. Début en fait 2023, il y a eu beaucoup de contestations contre la réforme des retraites. Est-ce que je pense que les gens sont plus feignants, si on peut le dire comme ça aujourd'hui, dans la société occidentale? Le vrai sujet dont on n'a pas parlé pendant les débats sur la réforme des retraites, c'est le fait que tout a été fait depuis des années pour écœurer la France qui bosse, la France qui travaille, quoi. Les gens qui se lèvent le matin tôt, qui vont bosser, qui travaillent dur et qui gardent rien à la fin du mois. Et ça, la question de la revalorisation du travail, la question des salaires, de l'augmentation des salaires, la question du développement de la participation dans l'entreprise, de l'intéressement, intéresser le salarié aux résultats de l'entreprise, c'est pas des sujets qui ont été abordés. Il faut absolument, à mon avis, augmenter les salaires, et la seule façon d'augmenter les salaires, c'est de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, et notamment les charges patronales. Tu fais un geste pour les entreprises, tu pars du principe que les entreprises, évidemment, qu'elles ont envie d'augmenter les salaires. Simplement, elles sont tellement imposées, elles sont tellement taxées, il y a une fiscalité tellement forte en France aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas, et qu'elles ne peuvent pas faire un geste pour les travailleurs. Mais si tu baisses les charges qui pèsent sur les entreprises, tu peux augmenter les salaires des travailleurs et faire en sorte que le pouvoir d'achat des gens augmente. Mais la question du pouvoir d'achat, on parlera ensuite de la question de l'immigration, mais la question du pouvoir d'achat, pour moi, c'est la plus importante. Peut-être avec la question de l'immigration en deux, mais la question du pouvoir d'achat, c'est la plus importante, notamment pour les jeunes. Il y a une enquête Ipsos qui est sortie là, il y a quelques jours, commandée par une association qui s'appelle Copains Solidaires, qui a montré qu'il y a 76% des jeunes, c'est-à-dire plus de 3 jeunes sur 4, qui vivent avec moins de 100 € en reste à charge, c'est-à-dire après avoir payé le loyer, il ne lui reste plus que 100 €. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 3 € par jour pour vivre. Tu ne peux rien faire avec 3 €. Il y a 50% des jeunes aujourd'hui, un jeune sur 2, qui sautent des repas parce qu'il n'a pas assez de sous en fait, pour se nourrir correctement. Il n'y a qu'à voir en fait, les distributions alimentaires. Les dizaines de milliers de jeunes qui vont à des distributions alimentaires pour manger à leur faim. On en est arrivé là. On est un pays qui est la 7e puissance mondiale et on a des jeunes qui crèvent la dalle dans la rue, quoi. On a 10 millions de pauvres, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Une pauvreté qui n'a jamais été aussi importante. Et puis on a un travail qui ne paye pas. Et c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les classes populaires et les classes moyennes. C'est toujours ceux qui râlent pas, qui ont juste ouvert leur gueule pendant la crise des Gilets jaunes en 2019 et ils ont été bâchés comme pas possible, on les a pas respectés, ils ont été méprisés comme pas possible. Et aujourd'hui, on a les mêmes résultats en pire. Pourquoi les Gilets jaunes étaient dans la rue? À combien elle était l'essence? Elle était à 1,53. Le samplon 95 en 2019, quand la crise des Gilets jaunes elle se déclenche, le samplon 95 il est à 1,53. Aujourd'hui, il est à 2 €. Et l'État s'en met plein les poches. On a 60% de taxes sur l'essence. Donc quand l'essence augmente, les recettes fiscales de l'État augmentent. Mais c'est du racket. Il y a un pactole en fait qui a été engendré par l'État qui permet de faire face à sa gestion des comptes publics qui est calamiteuse, notamment du fait du bilan d'Édouard Philippe quand il était à Matignon. Et comment on fait pour régler l'addition? C'est les Français qui triment. À travers le carburant, à travers l'électricité, à travers l'inflation. Certes, en France, on taxe plus que les autres pays européens. On est les champions. Avec le Danemark, on est les pays qui taxent le plus. Ah, ils n'ont pas la même qualité de service public. Voilà, mais alors, justement, d'où ça vient ça? Pourquoi, nous, en France, on a des services publics qui se dégradent par rapport aux autres pays d'Europe? C'est pour le coup une des raisons pour lesquelles je ne suis pas de gauche. C'est-à-dire que la gauche croit qu'il faut augmenter jusqu'à pas possible la dépense publique et qu'il y aura des résultats parce que les services publics vont être de meilleure qualité. Sauf que là, on a la preuve inverse, on a la preuve que ça ne fonctionne pas comme ça. On a le taux de prélèvement obligatoire qui est un des plus importants du monde, qui est le plus important d'Europe, des dépenses publiques qui sont hyper élevées, on dépense beaucoup plus que ce qu'on produit, et dans le même temps, on a une qualité de service public qui fait que se dégrader. Sauf que la vraie question qui se pose, c'est l'efficacité en fait du service public. Moi, je dis pas que le service public, ça a vocation à être comme l'entreprise rentable. Je dis pas qu'il faut adopter la logique du privé. En revanche, qu'il y a un minimum d'efficacité dans le service public, ça me semble être du bon sens, quoi. Du bon sens. On a tous des cas en fait d'illustration au quotidien. Quand tu vas à la fac et que tu vas faire signer ta convention de stage par 3 secrétaires administratifs qui se battent en duel pour le faire et qui mettent 3 mois,
tu te rends compte quand même qu'il y a un petit problème en fait dans le système administratif français. Concrètement, il faut remettre plus d'efficacité dans le service public. Il faut, à mon avis, faire des économies sur des dépenses qui sont inutiles. Il y a plein d'économies à faire. Si on veut baisser la dépense publique... je pense pas qu'il y ait que ça, mais typiquement, là, j'ai lu un rapport, je crois que c'est Jean-Paul Gourevitch, et on n'est pas sur le service public en soi, mais on est sur la question plus large des dépenses publiques. Il y a 54 milliards d'euros de coûts de l'immigration chaque année. C'est le rapport de Contribuables Associés là, qui l'a montré il y a quelques jours. 54 milliards d'euros. Tu as ensuite la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est évalué à 100 milliards d'euros chaque année. Tu as la fraude sociale. La fraude fiscale et la fraude sociale, c'est bien parce que ça permet de réconcilier les gens d'en haut et les gens d'en bas. Il y a les fraudeurs d'en haut, il y a ceux qui font de l'évasion fiscale, et il y a les fraudeurs d'en bas, ceux qui fraudent aux prestations sociales. Les deux, ils doivent être sanctionnés de manière contributive en fonction de leurs revenus, chacun. Évidemment, le fraudeur fiscal va être sanctionné plus sévèrement parce qu'il a plus de moyens, et parce que aussi le fait est plus grave. Mais il y a des économies à faire qui sont radicales, et si tu remets dans la poche des Français toutes ces économies-là, je pense que tu peux augmenter leur pouvoir d'achat et faire en sorte que leur travail soit revalorisé. C'est, je pense, la moindre des choses. Tu as évoqué à l'instant l'immigration et les coûts que l'immigration nous apporte. C'est justement le thème de notre troisième partie, le troisième sujet que je voulais aborder avec toi. En 2019, dans votre programme pour les élections européennes, les Républicains voulaient que ce soit inscrit dans les traités européens que l'Europe reconnaît ses racines judéo-chrétiennes et l'héritage gréco-romain et des lumières de notre continent. Est-ce que c'est une priorité pour toi, cette mesure? Est-ce qu'elle sera reproposée déjà cette année pour les élections européennes? Et qu'est-ce que tu penses de globalement ce qui reste aujourd'hui de ces racines et dans les consciences des gens, je veux dire, de ces racines intellectuelles et de l'Europe? Une des plus grandes faillites morales de notre continent, de l'Occident, c'est une forme de détestation en fait, de soi-même. C'est le fait qu'on ne supporte pas de savoir d'où on vient. On n'a pas de racines, on est devenu déraciné. J'entendais un homme d'église, le cardinal Sarah, qui en parlait très bien et qui montrait l'espèce d'effondrement moral en fait, de l'Occident, qui est quand même le seul continent au monde où on a honte de ce qu'on est, où les thèses de la repentance, de la culpabilisation permanente sont toujours plébiscitées chez nous. En tout cas, plébiscitées par les décideurs publics. Je rappelle quand même que c'est... Les pays d'Afrique aussi, c'est normal de s'en vouloir, non? Mais en quoi toi t'es coupable? Ouais. Et c'est toi qui as colonisé? T'es pas coupable. Le principe même de la justice, c'est qu'elle est individuelle, elle traite les cas individuels. T'es pas coupable de ce que peut faire ton frère. T'es pas coupable de ce que font les autres dans la rue. Donc non, moi je supporte pas en fait cette époque en fait de culpabilisation permanente où on a un président de la République qui va en Algérie et pour essayer de plaire au président algérien, il se trouve d'ailleurs que ça marche pas parce qu'il s'est brouillé avec toute l'Afrique. Normalement, soit tu te brouilles avec l'Algérie, soit avec le Maroc, parce que les pays sont pas alliés. Lui, il s'est brouillé avec les deux. Bien joué, bravo l'artiste quoi. Lui, il va en Algérie et il dit que la France a été coupable de crimes contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses. Comment, sachant qu'il y a une immigration algérienne qui est quand même très importante en France, comment tu veux faire en sorte que des jeunes qui viennent d'Algérie, qui arrivent en France, comment tu veux faire en sorte qu'ils aiment la France alors même qu'ils arrivent dans un pays où tu leur dis, où leur président de la République leur dit on a été coupable d'un crime contre l'humanité. Mais moi je suis algérien, j'arrive en France et j'entends ça, et je me dis mais c'est un pays de salauds. Enfin, j'ai aucune envie, j'ai aucune raison d'aimer ce pays. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre moi cette mentalité des décideurs publics qui ont fait un trait sur la France, sur l'histoire de la France, sur ses racines, qui la supportent pas, qui trouvent ça un peu ringard, un peu rance. Moi j'aime cette histoire, moi j'aime cette civilisation, moi j'aime me balader dans des églises, j'aime voir le patrimoine français, j'aime voir en fait ce qui a été fait par des gens pendant des années et des années. Encore une fois, une des raisons pour lesquelles je suis de droite, c'est que je crois en ça. Je crois en la continuité historique. Je crois qu'on ne vient pas de nulle part, qu'on est des enracinés, qu'on a une forme d'héritage spirituel, culturel, et qu'on doit en être digne. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on vive en liberté. On a sûrement des gens de notre famille qui sont partis à la guerre, qui ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, pour que nous, on puisse profiter de cette liberté. Qui était là pendant la Révolution française. Exactement. Tout ce qui a fait l'histoire de France.
du sang en fait à couler pour qu'on puisse vivre et pour qu'on soit fier de ce pourquoi on vit aujourd'hui. Et ça, j'ai vraiment tendance à penser qu'il y a certains qui l'oublient et qui sont juste des déracinés, quoi. Tu parlais des racines de la France à l'instant, et enfin de la culture française plutôt, et de tout ce qui fait la culture française. Tu me disais que tu aimais beaucoup le rugby. Ouais. Il y a la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui a été beaucoup... C'était la France. Ça me fait penser à ça, justement. Il y avait Sandrine Rousseau qui avait fait un tweet pour dire justement... C'est une rabat-joie. C'était beaucoup de clichés qui correspondaient pas à ce qu'est la France aujourd'hui, en fait. Mais en fait, elle aime pas la France. Elle aime pas la France. Elle supporte pas les traditions françaises. Moi, j'aime bien voir ça. Quand je vois Jean Dujardin en Marcel, je porte pas de Marcel, mais j'aime bien voir ça. Je me dis que c'est la France. Ça me fait plaisir. Je regarde la Grande Vadrouille et j'aime bien en fait ce que ça renvoie. Et tu sais, c'est un peu toute cette magie en fait française, cet esprit français. Visiblement, il y a encore beaucoup de gens qui tiennent à ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié cette cérémonie et qui, sans vouloir le reproduire en fait pour eux-mêmes, juste aiment bien cette image quoi qui est renvoyée. Et il faut qu'on arrête en fait d'avoir honte de ce qu'on est quoi. On est un pays qui a une histoire merveilleuse, qui a une civilisation extraordinaire, on est admiré dans le monde entier. Il y a des gens qui sont morts pour devenir français. Parler des gens qui sont morts pour qu'on reste français et pour que la liberté reste en France. Il y a aussi il y a aussi des gens qui sont morts pour être français, pour essayer de faire partie de ce pays extraordinaire quoi. Faut qu'on en soit fier, il faut qu'on le défende cet héritage. C'est à nous de le faire. Il y a personne d'autre qui va le faire. Hein. Je voulais t'amener justement sur le sujet de l'immigration concrètement. Il y a l'Institut Montaigne qui a publié une note là cet été pour dire en gros qu'il fallait encourager l'immigration parce que la population européenne est vieillissante et que en gros l'immigration, comme c'est beaucoup de jeunes et de gens qui font plus d'enfants que les Européens, il faut l'encourager pour relancer la démographie européenne. Si tu penses de ça, tu penses que qu'ils ont raison ou que c'est pas comme ça qu'on peut aborder? Plutôt que de partager l'avis de l'Institut Montaigne, moi je partage plutôt celui du gouvernement danois, qui est socialiste, et qui, on parlera peut-être ensuite du lien que moi je fais, que je pense est factuel, entre l'immigration massive, hors de contrôle, et l'insécurité. Mais il y a aussi un autre enjeu en fait sur l'immigration. C'est la préservation de notre système social. Et la raison pour laquelle le gouvernement socialiste danois, social-démocrate danois, met en place cette restriction de l'immigration, c'est parce qu'ils disent si on veut préserver notre État-providence, notre système social avec beaucoup de redistribution, on a absolument besoin de contrôler qui vient et qui sort de notre territoire. Parce qu'on ne peut pas avoir des centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année et qui profitent de notre système social, de nos allocations. Sinon, le système, il ne tient plus debout. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne crois pas, moi, en une immigration massive. Ou en tout cas, je crois que l'immigration massive est très dangereuse pour l'avenir de notre société. C'est une question de préservation de notre système social. Deuxième sujet, c'est le lien entre insécurité et immigration. Moi, je crois pas être totalement idiot. Je pense pas évidemment que tout étranger est un délinquant en puissance. Il faudrait être, pour le coup, faire partie des racistes, de la minorité raciste en France, pour le penser. Pas du tout mon truc. En revanche, je pense que l'immigration massive, immigration hors de contrôle, quand tu accueilles beaucoup trop de gens par rapport à tes capacités, nos capacités d'intégration et d'assimilation sont saturées, et on accueille des gens à hauteur de largement au-dessus de ce qu'on peut accueillir. Donc évidemment qu'il y a des conséquences. En plus, quand tu accueilles des gens des populations qui sont pauvres, tu as tous les ingrédients pour que ça pète. Et puis, dernier facteur, tu fais venir des gens qui viennent de cultures qui sont très différentes. Donc là, tu as un choc de culture, tu as un choc social parce que milieux sociaux très différents, tu as tout pour que ça pète. Tu as tout pour qu'en fait, on devienne le Liban, pour qu'il y ait une libanisation de la société et pour que les cultures s'entrechoquent, sans jamais coexister. Ça, c'est le modèle vers lequel on tend si on continue la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire les records qu'on connaît, 2022, 500 000 étrangers légaux qui sont arrivés. C'est un record dans l'histoire de la France. Je débattais il y a quelques mois avec je crois qu'il était démographe et sociologue, il s'appelle Pascal Blanchard, qui est un pseudo-spécialiste de l'immigration, et qui me disait c'est faux, l'immigration, la France a toujours été une terre d'immigration, et il y avait plus d'immigrés qui venaient chaque année il y a 100 ans. C'est de Jacques Attali aussi qui expliquait ça. La France est un pays d'immigration depuis 2000 ans. Ça, encore une fois, c'est factuellement faux. Le record de la République française en termes d'entrée légale, je ne parle même pas d'entrée illégale, et là aussi on bat des records, c'est 2022. Le précédent, c'était 2019, c'est déjà sous Macron. 2022, 500 000 étrangers qui sont arrivés. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Hein. Il y a 325 000 premières entrées légales. C'est une donnée qui est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.
Et puis il y a des demandes d'asile, on est à hauteur de 155 000. Et sur les demandes d'asile, on va refuser pour une grande partie d'entre eux, pour 60% des demandeurs d'asile, l'accès au territoire français. Et pour ceux auxquels on refuse le droit d'asile, pour ceux qui sont déboutés, on va essayer de les expulser. Et là, on arrive à la problématique des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et on est entre 5 et 10% d'OQTF qui sont exécutés. Ça, c'est le bilan du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais donc, pour revenir juste sur le pacte asile et migration, pour avoir ta position là-dessus, donc pour rappel, voilà, c'est un pacte signé au niveau européen qui axe jusqu'ici, en fait, la conférence de Dublin qui réglait le fait qu'en gros, c'était les pays où arrivaient les immigrés qui devaient les prendre en charge. Exactement. Aujourd'hui, le pacte asile et migration veut que ce soit plus réparti au niveau européen, que chaque pays prenne sa part. Tu es d'accord avec ces mesures un peu de répartition Il y a du bon et il y a du pas bon, dans le sens où la répartition des migrants dans tous les territoires européens, ça a pour but en fait d'augmenter l'immigration. On dit en fait on va regrouper le problème un peu partout. Il y a du bon dans le sens où évidemment un peu d'immigration avec des gens où il y a de la mixité sociale, où il n'y a pas seulement des étrangers qui sont reclus dans les mêmes quartiers, des quartiers qui ne sont pas aidés, des quartiers où c'est un peu la galère, et où en plus on parle tous la même langue parce que du coup on est entre nationaux, ils sont entre personnes qui viennent du même pays, qui ne sont pas tentés en fait de s'adapter à la culture et à la vie française. C'est ce que disait Éric Zemmour, il disait on ferait la même chose nous Français si on devait tous c'est vrai. Trouver dans des quartiers spécifiques. C'est vrai, on aurait le même réflexe, d'où l'intérêt de freiner plutôt l'immigration et de recréer des frontières. Et moi, je suis très inquiet de la politique d'immigration aujourd'hui, mais je le serai encore plus dans quelques années si on ne fait rien, parce que la question démographique, elle est majeure. On a un taux de natalité en France qui est minime par rapport au taux de natalité qu'il y a sur le continent africain. Donc, la nature fait qu'il y a énormément de gens qui vont être amenés à fuir la pauvreté parce qu'il y a une pauvreté qui est encore très importante sur le continent africain, parce que le continent n'a pas suffisamment été développé, parce que le continent n'a pas suffisamment été aidé, et donc des gens qui vont venir en Europe, notamment en France, et une immigration qui va exploser. Donc là, les records qu'on a battus, moi je pense qu'on est amené à en battre d'autres s'il n'y a pas demain un gouvernement de droite qui dit on va stopper cette immigration devenue massive. C'est un vrai enjeu, parce qu'il y a la question démographique et il y a la question climatique aussi. Le dérèglement climatique, l'augmentation des températures sur le continent africain, là où il fait déjà le plus chaud de la planète, ça amène encore plus de population à venir vers l'Europe. Donc on est vraiment au début de la crise migratoire. Oui, évidemment, on ne peut pas faire peser la charge, le fardeau d'une immigration hors de contrôle sur les mêmes pays, c'est-à-dire les pays en fait, qui sont aux frontières avec le continent africain, notamment l'Italie, notamment l'Espagne. Mais en même temps, moi ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique qui émerge de l'Union européenne et qui dise on va recréer des frontières, on va accroître les moyens de Frontex et faire en sorte que l'efficacité de Frontex soit assurée. On va faire en sorte de contrôler en fait qui vient sur notre territoire. On ne peut pas aujourd'hui se permettre d'avoir 6000 personnes qui arrivent à Lampedusa comme ça a été le cas ce matin. Enfin, aujourd'hui, on a complètement abandonné l'idée de frontières. Les frontières ont été abandonnées, ont été méprisées. On s'est dit, ah non, la mondialisation, c'est l'effacement des frontières. Parce que l'effacement des frontières, c'est l'ouverture et c'est le bon, quoi. C'est le vrai, c'est le bien. C'était la théorie d'Attali, quoi. Sauf que ça, encore une fois, on en paye les conséquences aujourd'hui. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment recréer des frontières. L'idée même, en fait, de l'intégration européenne ne doit pas nous prouver notre capacité de décider de qui on accueille ou pas sur un territoire. Parce que c'est un domaine qui relève de notre souveraineté, quoi. Et d'accord, parce que à l'Union européenne, dans le sens où évidemment il y a des compétences sur lesquelles on est meilleur à plusieurs que tout seul, c'est le cas de l'immigration, où on peut traiter la question migratoire uniquement dans un cadre international, un cadre européen, mais on ne doit pas tout déléguer, quoi. On ne doit pas abandonner toutes nos compétences au profit d'une organisation supranationale dont d'ailleurs les institutions sont de plus en plus antidémocratiques. Les commissaires européens, qui les connaît, qui les a élus? Aucune légitimité démocratique. Ça, je pense que ça va aussi être un des enjeux de la campagne européenne, faire en sorte que ceux qui décident au niveau européen aient bénéficié d'une vraie légitimité démocratique. Si on veut faire accepter l'Europe, si on veut la rendre à la fois efficace et acceptée socialement par les gens, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, il y a quand même une grande partie de la population qui est eurosceptique, et si on veut faire en sorte que les gens se disent l'Europe nous sert à quelque chose dans notre vie, il faut que les représentants soient élus et que la démocratie s'exprime aussi en Europe. Et avoir des commissaires européens d'ailleurs, il y a un commissaire européen pour la France et un commissaire européen pour tous les autres pays, même les plus minimes de l'Union européenne.
C'est pas normal, on devrait avoir plus qu'un commissaire européen. Pourquoi on aurait le même poids que la Lettonie? Ça n'a aucun sens, ça aussi c'est un non-sens. Au Parlement européen, pour le coup, c'est plus la question de la démographie. Ouais, mais tu sais comme moi que c'est moins les parlementaires européens et davantage les commissaires européens qui font la politique européenne parce que c'est eux qui ont l'impulsion, l'initiative de la loi, l'initiative en fait des règlements européens. Et donc c'est eux en fait qui mettent à l'ordre du jour les textes qui vont être votés ensuite par le Parlement. Donc le parlementaire, il a un rôle pour valider ou non la volonté du commissaire européen. Tu parlais de Lampedusa à l'instant, et c'est la dernière question que je voulais te poser sur ce thème de l'immigration. Justement, en fait, tu disais que voilà, c'était un sujet qui se règle au niveau européen. Et quand tu vois que Giorgia Meloni a été élue sur un programme où elle disait qu'elle voulait lutter contre l'immigration illégale, et qu'aujourd'hui, voilà, on a eu l'équivalent de la population de l'île de Lampedusa qui est arrivée à Lampedusa en quelques jours, tu penses que Giorgia Meloni, elle gère bien la politique migratoire aujourd'hui, ou tu penses qu'elle n'a pas du tout appliqué le programme comme elle le disait? En tout cas, la politique migratoire de Giorgia Meloni, elle a été beaucoup critiquée par Marine Le Pen, qui s'en est complètement détachée, alors qu'au début, elle la soutenait un petit peu. Toi, tu penses quoi de la politique migratoire dans l'Italie aujourd'hui? Je pense que nos dirigeants n'ont pas de leçons à donner parce que eux ont une conduite de la politique migratoire qui est dramatique. En tout cas, quand j'entendais Gérald Darmanin qui se permettait de critiquer la politique de Giorgia Meloni, je pense qu'il est très mal placé pour la critiquer. En revanche, je pense effectivement que les Italiens devaient s'attendre à un traitement de l'immigration un peu différent. Quand élit au pouvoir quelqu'un dont 90% du projet politique était basé sur la lutte contre l'immigration, je pense que les résultats ils sont plutôt en deçà de ce que espérait une majorité d'Italiens. Mais nous, on subit encore plus l'immigration parce qu'on n'a pas du tout de politique migratoire. Parce qu'on a préféré ne pas se doter d'outils juridiques, de s'armer juridiquement pour lutter contre l'immigration légale et illégale. En tout cas, l'immigration massive légale et l'immigration illégale. C'est pour ça que nous, républicains, on propose de modifier la Constitution pour réaffirmer la primauté de la Constitution nationale sur les traités européens en matière migratoire. Parce que pour nous, la matière migratoire, c'est un domaine qui relève de la souveraineté d'un pays. Or, tout ce qui relève de la souveraineté d'un pays, la Constitution nationale, dans la vision de l'Union européenne qu'on se fait, chez nous, républicains, et dans laquelle, à mon avis, se reconnaissent beaucoup de Français, la Constitution nationale passe avant les traités européens sur les domaines de souveraineté. Si une puissance comme la France impose sa volonté en matière migratoire, les autres pays ne peuvent rien faire sans nous. Ça, moi, j'y crois, mais vraiment dur comme fer. Et je pense que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un président de la République qui parfois obéissait à des intérêts qui étaient supranationaux, qui étaient financiers et qui ne défendaient pas l'intérêt du peuple français en Europe. Et c'est à cause de ça notamment qu'on s'est incliné face à l'Allemagne et qu'on cède sur à peu près tous les sujets. Il faut se souvenir du général de Gaulle. Pour obtenir ce qu'il voulait, il fait ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, c'est un moyen d'influence, de dissuasion. Ça nécessite d'avoir une puissance forte. Tu le fais pas quand tu es la Lettonie, la politique de la chaise vide. Et quand tu es la France, tu peux. Et tu le fais quand tu as un dirigeant de la trempe de Gaulle. Avec la crédibilité européenne de Macron aujourd'hui, je ne sais pas s'il aurait les moyens de faire la politique de la chaise vide. Mais avec un dirigeant fort qui incarne le respect et qui fait respecter la France, je pense que tu peux défendre les intérêts français. Mais c'est peut-être, je pense, encore une fois, un des enjeux de l'élection européenne. Il faut envoyer au Parlement européen des parlementaires qui défendent l'intérêt national. Peu importe leurs convictions politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je m'en fous. Il faut des parlementaires européens qui défendent l'intérêt national. C'est ce que font tous les autres pays. Par rapport au traité européen, toujours, est-ce que tu penses qu'on devrait aussi sortir du marché européen de l'énergie? C'est ce qu'a fait l'Espagne, par exemple. Et le Portugal. Et le Portugal ne dépendent plus du prix de marché de l'électricité en Europe. Tu penses qu'on devrait faire ça à l'échelle de la France? Oui, je pense que ça a été une erreur manifeste de libéraliser le marché de l'énergie. Et le calquer... Il disait qu'il était pour réformer le marché européen de l'énergie, mais qu'il n'arrivait pas à le faire parce que l'Allemagne bloquait. Il a exactement la même posture que sur la taxe sur les GAFAM. Il dit qu'il va faire, il ne fait pas. Il dit qu'il va faire, il dit on va mener un bras de fer avec les institutions européennes, et lui, le bras de fer, il est toujours timide, quoi. On parlait d'immigration, et justement, il y a Eva Rafovitz, la présidente des jeunes socialistes qu'on a interviewé il y a quelques semaines. Quand on a fait nos propositions, il y a eu des sondages qui sont sortis sur l'immigration,
Et il y avait sur chacune de nos propositions, hein, une par une, à peu près entre 75 et 80% des Français qui étaient favorables. Donc, croire que parce qu'on dit ça, on s'approche des thèses du Rassemblement national, c'est juste ne pas comprendre la volonté des gens, ne pas comprendre ce que veulent les gens. Je pense que c'est à eux de se reconnecter un peu avec la réalité. Et sur la question migratoire, ils sont bien en décalage. Ce serait bien qu'ils reviennent un peu sur le terrain, qu'ils aillent dans le Tarn et qu'ils parlent à des gens normaux. Ouais, bonjour Aurélien. Une simple question, pourquoi On retrouve la question de Guilhem et la réponse d'Aurélien Lecoq dans notre interview de ce dernier qui sortira très prochainement. Et en attendant, tu peux aller regarder cette vidéo qui va sûrement te plaire.